Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alertez, puis éveillez les consciences des uns et des autres. C'est l'esprit même que je définis, ou je pense, de la citoyenneté. Mesdames, Messieurs, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître M. Denis Sassou Nguesso dès 1969 et jusqu'à nos jours pour connaître la tragédie congolaise. Oui, ce monsieur fut successivement d'abord patron des services secrets des années 1969 à peu près 75, puis ministre de la Sécurité et de la Défense de 75 jusqu'à 77, puis pris le contrôle du pays pendant les assassinats du président Marien Ngouabi, son mentor, celui qui a tout donné à cet individu. Et puis n'oublions pas l'ex-président Massamba Deba et le cardinal Émile Biaïna. Et puis, ça ne s'arrête pas. Le sang et le goût du sang et des assassinats ne s'arrêtent pas chez le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, ici il s'agit d'une histoire congolaise, de la montagne du cardinal Émile Biaïna, le marché de l'effroi et de l'éternité. Mesdames, Messieurs, cette histoire que je vais vous lire sort de l'extrait du livre d'Hervé Zeboski. Je l'ai rencontré 2 fois ici à Paris. D'abord dans le 4e arrondissement de Paris. Et puis quelque part dans Paris 18e. C'est un gars loquace, mais qui a une part d'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous lire La montagne du cardinal. Mais quel cardinal? Il s'agit bien sûr du cardinal Émile Biaïna, le premier cardinal africain. C'était au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, pour voir le contexte de l'époque, un président vient d'être assassiné. Il s'appelle Marien Ngouabi. C'est un militaire nordiste. Son ministre de la Défense et de la Sécurité s'appelle Denis Sassou Nguesso. Aussitôt après l'assassinat de son mentor, président, c'est Sassou Nguesso prit le contrôle du pays entre le 18 mars au 2 avril. Et pendant cette période-là, on officialisa le crime de sang et de masse. Des curés, des intellectuels, des politiciens, des ex-présidents, des présidents, tous assassinés pendant un laps de temps entre le 18 mars et le 2 avril 1977. Et puis une période d'accalmie entre ce 2 avril et 1979, puis Sassou revient au pouvoir, prend les commandes du pouvoir, tout simplement de calmer les esprits, il revient au pouvoir en 1979 et jusqu'à nos jours. Bien sûr que nous sommes au cœur de la France-Afrique. Et Sassou Nguesso n'a pas été placé là par hasard. C'est l'homme de la France-Afrique. C'est le pion de la France-Afrique.
celui qui a mis tout son cœur pour détruire ce peuple bantou à l'échelle congolaise. Et tout n'est que désolation. Et ce que je vais vous lire, je vais le placer dans le sens de un peu de l'humanité. Non. Est-ce qu'il y a encore une humanité dans ce monde? Non. Je placerai cette lecture dans le sens de la morale. Ouais. La conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Comment on peut faire du mal aux autres et de manière abusive et éternellement comme ça? Et à quoi ça sert l'humanité aujourd'hui? Le malheur ou le calvaire qu'a subi ce cardinal est affreux. Je ne sais pas si le Vatican et la spiritualité et compagnie ont dit, est-ce qu'il y a encore Dieu? Est-ce qu'on peut encore croire à Dieu? Puisqu'on fait ça à l'homme de Dieu. Donc je me rends compte qu'on est humain. Donc l'histoire des religions de Dieu, quelque part, c'est zéro. Non, c'est pas zéro. Il faut apaiser les esprits. Oui, le culte, la spiritualité, la foi sera toujours au cœur de nos sociétés et civilisations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous lire La montagne du cardinal et le marché de l'effroi. Bien sûr que nous sommes dans le but de transmettre pour les générations actuelles et futures cette histoire congolaise qui s'est passée presque à la fin du XXe siècle, quelque part au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, la montagne du cardinal, la marche de l'effroi. Sur la route du nord, ou sur la route qui va vers le nord, 5 hommes graves et silencieux roulaient à bord d'une Land Rover blanche. Ce mardi 22 mars 1977, à Brazzaville, la journée avait été étouffante. Il était environ 18 heures et dans le court crépuscule tropical, l'ombre qui gagnait les faubourgs de la ville désertée par le strict couvre-feu apportait un peu de fraîcheur. Le Land Rover dépassa le lieu dit Massingo, du nom du sculpteur sur bois habitant cet endroit. Seul le prisonnier savait qu'il devait mourir. Le parachutiste et le policier qui l'accompagnaient, armés de leurs pistolets mitrailleurs, n'avaient cependant pas reçu mission de l'exécuter. Ils avaient des instructions très précises du chef de la police et des armées. Le chauffeur Yoka et le sergent Mamoy, eux, ignoraient tout de la destination du véhicule. Devait-il conduire le prisonnier jusque dans le nord afin de le garder et de les soustraire à toute influence? Pourquoi avaient-ils eux-mêmes été spécifiquement désignés pour accompagner ce funeste convoi? Le doux visage du prisonnier ne laissait rien paraître hormis une profonde tristesse et chacun sentait
bien dans la voiture toute l'intensité de sa prière. Le véhicule dépassa le petit faubourg de Ndjiri, qui marquait la fin de l'agglomération. Poursuivant sa route vers le nord, quelques kilomètres après la sortie de la ville, le parachutiste intima au chauffeur Yoka l'ordre de tourner à droite. Le véhicule s'engagea alors sur un chemin à peine tracé. Puis il sonna de stopper dans la plaine au pied de la montagne. L'homme grandissait. Quelques étoiles s'élevaient dans un ciel d'une nuit de lune montante. D'un temps sec et sans autre commentaire, le parachutiste commanda aux prisonniers de descendre du véhicule. Outre son pistolet mitrailleur, il avait un appareil radio d'une portée de 10 km environ de type RPP-8. Puis il joignit de marcher devant en direction de la montagne. Il ordonna à tout le groupe de le suivre. Le rythme de la marche de ces soldats était rapide et le prisonnier, sentant cette présence pressante dans son dos, marchait devant, du même pas, conformément à l'ordre reçu. Mais pourquoi viennent-ils me tuer là? Pensait-il. Bien sûr, l'endroit était désert et personne jamais ne gravissait cette montagne. Ils finiront bien par trouver mon corps un jour, à moins qu'il ne soit dévoré par des bêtes sauvages, et ils trouveront une histoire pour éclairer ma présence en ces lieux et justifier ainsi tous leurs crimes dont je porterai alors la responsabilité. Depuis longtemps, le prisonnier avait accepté de donner sa vie. Mais à quoi pense-t-on lorsque l'on sait qu'on va mourir? Fuir en courant, mais vers où? Le prisonnier avait 50 ans. Ses geôliers avaient 20 ans de moins que lui. C'étaient des soldats entraînés. Le prisonnier savait sa mort imminente, mais il savait surtout que les hommes n'oseraient pas l'abattre en le regardant. C'était dans le dos qu'il le tuerait. Après environ une demi-heure de marche rapide, le parachutiste donna l'ordre de s'arrêter. Le groupe était essoufflé. Puis le parachutiste interrogea vivement le prisonnier. « Pourquoi as-tu tué Marien ?» C'est Alphonse qui nous l'a dit. Le prisonnier se retourna, il regarda longuement le groupe et plus particulièrement le parachutiste. Puis avec un haussement d'épaule, sans un mot, il reprit sa marche, sachant qu'il devait mourir.
C'est alors que le parachutiste dit au policier, « À toi de jouer maintenant. » Une rafale de mitrailleuses déchira le silence. Le prisonnier tomba à genoux. Il ouvrit les bras et s'écria, « Seigneur !» Quelques secondes après, il s'effondra. Il était toujours vivant, épuisé par la marche, pétrifié par la mort et qu'il avait entendu mais qui ne l'avait pas frappé. Le parachutiste et le policier s'approchèrent de lui et constatèrent qu'il était qu'il était toujours en vie et qu'il n'y avait pas eu d'accident de tir. En effet, le policier savait qu'il ne devait pas toucher sa cible. Mais feindre une exécution afin de construire une légende et ainsi instaurer le foi et le doute en chacun. Le parachutiste s'empara de son appareil radio et, comme convenu, appela son chef. « C'est un sorcier, dit-il. Les balles ne le touchent pas. On ne peut pas le tuer. » Une voix répliqua, « Ramenez-le à l'état-major. » Le chauffeur Yoka et le sergent Mamoy soulevèrent le prisonnier. Ce dernier, anéanti, ne tenait plus sur ses jambes après cette longue marche et cette épreuve effrayante de la mort. Titubon, soutenu par les deux hommes, il arriva jusqu'au Land Rover. Là, il fut jeté sur le plancher à l'arrière du véhicule. Le sergent Mamoy s'est assis seul à l'arrière, le prisonnier étendu à ses pieds. Le parachutiste et le policier montèrent, eux, à côté du chauffeur, dans la cabine, honteux du geste qu'ils venaient de commettre et n'osant affronter la proximité du prisonnier et encore moins le risque de croiser son regard. Le Range Rover rebroussa chemin en direction de la ville. Exténué, gisant sur le plancher, le prisonnier savait qu'il devait mourir et que ce n'était là qu'un supplice qu'on venait de lui infliger. Mais comment donc avait-il décidé de les tuer? Ainsi, ce n'était pas fini. Il lui fallait encore affronter ce temps de la mort dans des conditions sans doute bien pires qu'une rafale de mitrailleuses dans le dos en regardant les étoiles. Le prisonnier connaissait bien, très bien, trop bien, les profondeurs de l'âme du chef de la police et de l'armée de son pays. Mieux que personne, il connaissait sa cruauté. Et à cet instant, tout particulièrement, il pensait et priait. Avec son frère Alphonse qui, dans un autre lieu sordide de la ville, lui aussi subissait d'autres tortures. Sentant en sa bouche le goût du sang et de sa mort inéluctable. Dans la position
trouvait. Le prisonnier ne pouvait observer la route du retour. Cependant, il la connaissait très bien, cette route, et il n'espérait qu'une seule chose, c'est que, surtout, le véhicule ne s'arrête pas devant l'entrée du cimetière d'Itatolo. Ce lieu terrible où il savait tant d'horreurs se commettaient. Dans sa tête, il suivait le trajet du véhicule. Il sut quand il entrait dans la ville au bourg de Ndiri. Et il sut quand ils passèrent devant la case de Massingo, les sculpteurs. Quelques kilomètres plus loin, le véhicule ralentit. Le cœur du prisonnier s'est mis à battre plus fort. Son effroi grandissait. Sa prière s'intensifiait pour garder son sang-froid et contenir sa peur. Le Land Rover roula quelques centaines de mètres à faible allure, puis stoppa au milieu d'un grand bois sous une lumière crue. Des ordres claquèrent. Épouvanté, il comprit alors qu'il était devant le cimetière d'Itatolo. Ordre fut donné à Yoka d'y pénétrer. Tournant à droite, le véhicule roula quelques dizaines de mètres, puis s'arrêta. Des soldats vinrent ouvrir la porte à l'arrière du véhicule. Le sergent Mamoy aida le prisonnier à se relever. Avec brutalité, les soldats s'emparaient de lui. Il découvrait alors la sombre scène où la mort l'attendait. Il savait qu'elle serait atroce, longue, des plus effrayantes qu'un homme puisse imaginer dans ses songes les plus ténébreux. Mourir enterré vivant dans sa tombe. Il savait tout de ces rites d'un autre âge. De nombreux soldats se trouvaient devant une fosse ouverte puissamment éclairée. Le prisonnier restait digne et silencieux. Seuls quelques réflexes de survie témoignaient de sa résistance. Il fut jeté dans la fosse et s'efforça de se relever, mais on fut dissuadé par une rafale de mitrailleuses. Il resta tapis au fond de la tombe, tandis qu'il sentait les chaos lourds et rapides. Tandis qu'il sentait les chocs lourds et rapides de la terre comme que l'on jetait sur son corps et dont les grondements étaient couverts par un concert sinistre de chants guerriers scandants, blasphèmes et accusations. Les hommes étaient nombreux. Rapidement, la sculpture s'emplissait, emprisonnant peu à peu tout son corps. Tandis qu'il serrait de sa main droite sa
grande croix d'argent sur sa poitrine. De sa main gauche, il s'efforça de repousser l'écueil pesant qui l'ensevelissait pour encore un peu, quelques instants, respirer. Son corps tout entier s'immobilisa dans un ultime réflexe pour aspirer un peu d'air. Il ouvrit la bouche. Elle s'emplit de terre. Le poids du remblai l'écrasait. Le silence se fit. Cependant, étreignant sa croix, il s'abandonna dans son ultime prière. Combien de temps dure le temps avant qu'il ne s'arrête pour faire place à l'éternité? 1 minute? 2 minutes? 4 minutes? Puis ce fut la fin. Le cardinal Émile Biaïnda entrait dans un tunnel de lumière empli des disciples, douceur et de bienveillance, de bienveillance, de bien. Oh là là, je suis ému par cette histoire-là. Putain, c'est effrayant. C'est chaud. Puis ce fut la fin. Le cardinal Émile Biaïnda entrait dans un tunnel de lumière empli d'indicibles douceur et de bienveillante tendresse. Extrait du livre apparaît en 2018 de Hervé Zebrowski. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Congola